Et bonjour à tous, merci d'être présents sur ce webinaire WatchGuard qui va durer 1 heure et quart en fonction de vos questions. Webinaire un peu particulier puisque c'est une présentation qui n'est pas une présentation sur les produits mais une présentation sur la cybersécurité en général. Donc si vous êtes déjà des experts de cybersécurité, vous pouvez quitter le webinaire, vous n'allez a priori rien apprendre de ce webinaire. En revanche, si un certain nombre de choses vous sont complètement floues dans la cybersécurité, c'est l'occasion peut-être de le voir dans ce webinaire et dans tous les cas de poser vos questions. Le titre un peu particulier, le chat et la souris, puisque c'est la métaphore que j'utilise pour faire comprendre comment se comportent les pirates et comment doivent se comporter ceux qui doivent protéger des pirates. Donc vous avez possibilité avec GoToWebinar de poser vos questions au fur et à mesure du webinaire, donc n'hésitez pas. J'essaie d'y jeter un coup d'œil pendant que je présente. C'est une présentation que j'ai fait assez souvent en live et j'avoue que elle est faite pour être faite en live avec des interactions. Donc là en mode webinaire, c'est forcément tout de suite un peu moins pratique d'avoir des interactions, mais c'est pour ça que je vous incite le plus possible à poser vos questions ou à réagir ou à commenter sur l'interface. Je regarderai volontiers. Eh bien, on est parti pour cette présentation du chat et de la souris. Alors, petit teaser quand même pour démarrer, je suis en train de travailler sur la version 2, donc une fois que vous aurez vu la 1, attendez-vous à voir la 2 dans le courant de l'année, qui sera également disponible en webinaire. Ce qu'on va faire dans cette version 1 du chat et de la souris, c'est essayer de comprendre un petit peu la dynamique de la cybersécurité à ma façon. C'est clairement une présentation Pascal. Et pour commencer, eh bien je vais utiliser en fait tout simplement l'histoire de la cybersécurité. Donc on va faire des gros raccourcis entre ce qui s'est passé il y a 40 ans et ce qui s'est passé il y a quelques années, voire très récemment, en termes de cybersécurité, pour voir comment les choses évoluent et utiliser cette évolution pour voir comment justement nous aussi on doit se protéger. Alors pour commencer, petit rappel qui va rappeler des choses à des gens qui ont démarré dans le domaine du firewall il y a longtemps. À la base, un firewall, c'était quoi? Là, j'ai remis un screenshot de l'interface du WatchGuard le siècle dernier. C'était effectivement une politique de sécurité assez simple où je fermais tout et j'ouvrais que les flux qui m'intéressaient. Donc je définissais un certain nombre d'applications juste en ouvrant et en fermant des ports. Donc c'était assez basique, c'était une politique de sécurité niveau 3-4 assez simple, très loin de ce qu'on fait aujourd'hui en termes de configuration sur un firewall. Je me rappelle alors je ne sais pas s'il y a des jeunes ou des vieux dans l'assistance, mais on allait chercher sur AltaVista telle application, à quel port ça correspondait pour pouvoir les définir sur le firewall. On n'avait pas comme maintenant du contrôle d'application où on a des signatures dynamiques. Ensuite de ça, on a eu pour les utilisateurs des évolutions applicatives intéressantes. Alors je prends cet exemple en espérant que ça parle à tout le monde, parce que s'il y a des jeunes qui l'ont jamais utilisé, ça peut arriver, qui est l'exemple de MSN. Pourquoi je prends l'exemple de MSN? Parce que c'est typique de l'outil qui a apporté beaucoup de choses aux utilisateurs. Moi, je sais que j'ai passé pas mal de temps sur MSN à garder contact avec des amis, à parler, etc. En revanche, pour un administrateur sécurité, c'est une plaie, puisque MSN passait initialement par de l'HTTP, et que du coup, si on voulait autoriser le surf et l'HTTP, on autorisait aussi MSN. Pour bloquer l'un sans l'autre, au tout début, c'était compliqué. Donc, typiquement, les éditeurs de firewall ont dû s'adapter pour arriver à bloquer MSN sans bloquer tout le trafic HTTP. Donc, on voit que l'évolution technologique des applications a impliqué des choses en termes de sécurité. Les évolutions suivantes, on a eu ce genre de choses, hein, donc un émule qui est du peer-to-peer, qui est pour du téléchargement et non pas, comme j'ai entendu maintes fois dans des présentations live, du téléchargement illégal, hein, ça c'est l'usage qu'on en fait, c'est du téléchargement. Et pourquoi je parle d'émule? Tout simplement parce que Emule, pour pouvoir sortir sur internet, scannait tous les ports pour voir ce qui était ouvert, et donc en
termes de sécurité, et l'impact était assez colossal. Skype, c'est encore pire, hein. Skype s'est mis à utiliser un protocole de chiffrement propriétaire et puis assez costaud. Ça a été vraiment un calvaire pour de nombreux éditeurs pour arriver à bloquer Skype. Si vous étiez dans le domaine à cette époque, vous savez qu'il y a de nombreux éditeurs qui luttaient pour pouvoir détecter et bloquer Skype proprement. Donc ça, on voit vraiment ces évolutions applicatives, hein, et l'impact que ça avait sur les éditeurs de sécurité. Aujourd'hui, on a cette même problématique et on en discute quasiment à chaque rendez-vous avec des entreprises, qui est que une grosse partie du flux HTTP est maintenant justement de l'HTTPS et tout est chiffré. Et que si on veut pouvoir sécuriser le flux HTTPS, il va falloir le déchiffrer. Du coup, mettre des certificats sur les postes, enfin, ça a des implications qui sont loin d'être simples. Je parle même pas de Tor et d'autres types de réseaux sur lesquels on peut accéder et sur lesquels, si on veut les bloquer, il faut aussi faire des blocages spécifiques. Donc ça a toujours été le cas, cette course pour s'adapter aux technologies, puis la course des nouvelles technologies. Alors quel est le rapport avec la cybercriminalité? Justement, le rapport il est direct, c'est-à-dire que ces technologies-là, je vous l'ai montré dans un sens plutôt positif, où c'est l'utilisateur qui en a retiré plein de choses. Eh bien, les pirates vont faire la même chose, mais cette fois-ci pour en faire des choses négatives. Je vous prends pas l'exemple du nucléaire, mais il est évident. Le nucléaire, on peut en faire de l'électricité ou on peut en faire des bombes. En matière de cybercriminalité, on a exactement la même chose. 50% des malwares aujourd'hui passent par de l'HTTPS. On fait les paiements des ransomware sur Tor pour rester anonyme et pas se faire avoir. On utilise du Bitcoin pour pas être tracé, voire mieux du Monero. On achète des malwares tout faits sur le darknet et tout ça sont des technologies qui ont été inventées et qui sont à la base neutres, mais qui sont utilisées pour faire quelque chose de malsain. Bon, c'est comme les évolutions de Mario, hein, vous voyez, il y en a qui trouvent que c'est bien, d'autres qui trouvent que c'est pas bien. Moi, j'aime beaucoup la dernière évolution, il est quand même classe. Et donc, ce qu'on va regarder maintenant, c'est justement l'autre côté des évolutions technologiques, comment les évolutions technologiques ont été utilisées par nos cyberpirates. Et avant de commencer, il faut redonner ma petite définition de la sécurité informatique. Alors, je suis pas le seul à le définir comme ça, bien entendu, mais moi je la trouve vraiment très parlante, qui est que arriver à bloquer les pirates et à combattre les pirates, c'est le jeu du chat et de la souris. Alors quand on a dit ça, reste à dire qui est la souris et qui est le chat. Donc d'habitude je pose la question à l'assistance, là c'est un peu plus compliqué, mais si vous voulez dire qui est le pirate dans les questions-réponses, si c'est la souris ou le chat, ça m'intéresse de voir vos réponses. En l'occurrence, comme j'ai pas beaucoup de temps d'attendre les réponses, je suis obligé de passer la suite. Pour moi, le pirate, c'est bien entendu la souris. Vous voyez qu'elle a le fromage dans le bec, hein, c'est ce qu'elle essaye de voler. Et ce qui va être important dans le jeu de la cybersécurité, c'est d'empêcher justement que cette souris attrape le fromage et donc de rester au contact de la souris en permanence. L'autre chose qui est importante dans cette définition, c'est qui est le chat. Souvent on me dit le chat c'est vous, c'est WatchGuard, vous faites les technologies de sécurité qui permettent de protéger. En fait, il n'y a rien de plus faux que ça. Le chat c'est un écosystème. Le chat c'est WatchGuard, mais c'est aussi l'intégrateur de sécurité qui va faire le travail dans l'entreprise, et c'est aussi l'entreprise elle-même par les process qu'elle met en place, la discussion qu'elle a avec l'intégrateur pour bien intégrer la sécurité, le positionnement du curseur de sécurité tel qu'elle le souhaite pour se protéger, ainsi que ses utilisateurs et la sensibilisation de ses utilisateurs. Donc le chat c'est un écosystème qui va essayer de rester en contact avec la souris justement. Et ça, c'est vraiment important de le comprendre. On peut apporter toutes les technologies du monde en termes de cybersécurité. Si elles sont mal mises en place, de toute manière, le résultat sera nul. Et je crois qu'il y a des stats d'ailleurs du Gartner à ce sujet qui expliquent qu'une grosse partie des attaques qui réussissent parce que justement c'est un défaut de configuration des équipements ou un défaut de sensibilisation des utilisateurs.
Donc ça, cette définition, j'y tiens beaucoup et on va regarder comment ce jeu du chat et de la souris s'est fait dans les différentes années qui ont passé depuis en fait le premier virus. Donc le premier virus, si vous ne le connaissez pas, s'appelle The Creeper. Désolé pour mon accent anglais, hein, il vaut ce qu'il vaut. The Creeper, c'était ce qu'on appelle un scareware. Alors, pour ceux qui ne sont pas des grands experts en sécurité, vous savez que dans la sécurité, on utilise plein de mots barbares. Il y a du scareware, il y a du malware, il y a du ransomware, il y a des cryptominers, etc. Je crois que d'ailleurs, dans les wares, on les a tous inventés en cybersécurité. Il y a juste Tupperware qu'on n'a pas inventé. Et encore, quand vous voyez comment ça se propage, le Tupperware, on se dit qu'il y a quand même une parenté. Et donc The Creeper, qu'est-ce que ça faisait? Vous voyez en fait l'écran de The Creeper, en fait ça arrivait sur une console, ça disait je suis le Creeper, attrapez-moi si vous pouvez, et puis après ça se déplaçait sur un autre système pour faire la même chose. Donc c'était juste pour faire peur, d'où le mot scareware, scare en anglais, c'est-à-dire faire peur. Et du coup, ça a donné d'ailleurs lieu au premier antivirus, hein, parce qu'il y a quelqu'un qui a écrit du code pour justement pour l'attraper et pour le supprimer des systèmes. Donc on a commencé avec ce type d'attaque j'étais pas né en fait, hein. Faut le réaliser. Là on va faire un gros bond dans l'histoire, puisque en 2017 on a eu un truc qui s'appelait Adilkouz. Alors Adilkouz, vous en avez sans doute pas entendu parler. Si c'est le cas, tant mieux, mais je suis tombé sur très peu de gens qui l'ont vu passer. Et pourtant, il a été installé sur des centaines de milliers de machines. Il a fait pas mal de dégâts. Mais on n'en a pas entendu parler parce qu'en fait, il a sévi au même moment que WannaCry. Donc, en revanche, si WannaCry, vous n'en avez pas entendu parler, c'est que vous viviez dans une grotte parce que c'est passé aux infos, c'est passé sur toutes les chaînes, en français, en anglais, etc. Et puis, on en parle encore aujourd'hui. Et c'était en 2017. Alors pourquoi Adilkouz? J'en parle parce que justement, pendant qu'on parlait beaucoup de WannaCry, Adilkouz sévissait depuis plusieurs semaines en utilisant la même faille Microsoft en fait, puisque c'est l'utilisation de l'exploit Eternal Blue, qui fait que Adilkouz a pu se propager. Et ce que faisait Adilkouz, c'est miner de la monnaie. Alors, ceux qui ne savent pas ce que c'est que miner de la monnaie, allez voir un petit peu comment fonctionnent les monnaies virtuelles, que ce soit le Bitcoin. En l'occurrence, Monero, c'est pas du Bitcoin, c'est du Monero. En l'occurrence, Adilkouz, c'est pas du Bitcoin, c'est du Monero. Mais c'est le même fonctionnement. En fait, pour générer de la monnaie virtuelle, il faut faire des calculs mathématiques. Et il n'y a pas un gros serveur qui fait tous ces calculs-là, c'est tout le monde peut participer à faire ces calculs. Et donc, quand vous participez à faire ce calcul qui permet de générer une transaction avec cette monnaie-là, eh bien, vous vous êtes récompensé de quelques, on va dire centimes, même si c'est pas des centimes, pour avoir utilisé du processing pour ce faire. Alors le faites pas à la maison, ça sert à rien, ça rapporte pas assez. Il y a des gens qui mettent des batteries de cartes graphiques pour faire des calculs, pour faire un peu d'argent, mais il faut vraiment beaucoup de puissance pour que ça soit rentable. Sauf que Adilkouz s'est installé sur des centaines de milliers de machines, a fonctionné H24 et toute la semaine. Donc ça commence à faire beaucoup d'argent. Et c'était le principe de ce crypto-jacker, on appelle ça comme ça, crypto-miner, crypto-jacker, qui, plutôt que de demander une rançon à l'utilisateur, en fait, se sert directement dans les poches de l'entreprise en prenant de la ressource CPU, en prenant de la ressource de la machine pour la convertir en monnaie virtuelle, tout simplement. Donc, vous voyez la différence entre la simplicité du premier virus qui était The Creeper et un Adilkouz qui est quand même hyper perfectionné. La souris a fait un bond colossal. Alors, pendant que je faisais cette présentation du chat et de la souris, pendant que je travaillais cette présentation, des fois, il faut forcément se relaxer un petit peu. Donc, j'allais faire un petit tour sur Facebook. Et du coup, véridique, pendant que je bossais sur cette présentation, j'ai reçu 2 invitations. Alors, vous voyez peut-être pas là sur votre écran, donc je vais vous faire un petit zoom d'une des 2 invitations. Je ne connais pas cette dame, je ne sais pas qui c'est, promis. En revanche, vous voyez que dans le texte, il y a l'utilisation d'une URL particulière. Et là, on est encore dans le détournement de
de techniques, puisque ces URL-là, qui sont des URL raccourcis, ont été inventés notamment pour Twitter, parce que Twitter c'est 140 caractères, et que si on commence à mettre une URL qui en fait 200, bah ça rentre pas. Et si on en met une qui fait 100, on peut plus rien écrire. Donc on a inventé des URL raccourcis pour pouvoir mettre dans Twitter. Sauf que la particularité de cette URL raccourcie, c'est que quand on passe la souris dessus, on voit pas où ça va. Une URL normale, vous passez la souris, si l'URL est pas bonne, ça vous indique la vraie URL en bas à gauche de votre navigateur. Avec l'URL raccourci, c'est pas le cas. Donc on voit comment le pirate utilise ces URL raccourcis pour protéger son attaque et pour rendre son attaque plus efficace, parce que du coup on a le doute, on ne sait pas. Bon, moi, faut dire ce qui est. Je travaille dans la sécurité, donc j'ai pas tellement le choix. Je suis obligé de faire de la veille technologique, donc j'étais obligé de cliquer sur le lien. Vous comprenez bien. Et du coup, j'ai quand même la chance d'avoir un WatchGuard à la maison qui m'a bloqué la connexion. Bon, dans les faits, j'avais mis ça dans une sandbox, j'avais regardé où ça allait, j'avais regardé si c'était malsain, pas malsain, etc. Mais imaginez un utilisateur lambda, bah, il va cliquer. S'il n'est pas protégé, il va tomber sur un site. Alors, en l'occurrence, ça c'est juste pour pousser des adwares, donc des logiciels qui vont vous mettre de la pub un peu partout. Donc, c'est pas ce qu'il y a de plus grave. Ça aurait très bien pu pousser un ransomware. Ça aurait très bien pu pousser une demande de rançon, chiffrer les données et faire quelque chose de grave. Donc on voit que la souris en est arrivée à utiliser vraiment tous les moyens, y compris les réseaux sociaux, pour pouvoir faire passer de la menace. Alors en fait, dans les faits, je vous ai dit, il y avait 2 invitations. C'est la deuxième qui était beaucoup plus dangereuse, puisque il s'agit, si vous regardez le nom de la personne, il s'agit de mon chef en fait. Et il faut jamais, jamais, jamais inviter son chef sur Facebook. Du coup, vous pouvez plus prendre de congé maladie en allant aux Bahamas, ça marche pas, je vous vois. Je sais pas s'il y a des gens qui connaissent Virus Total ici. Si vous connaissez pas, allez y faire un petit tour. C'est un site tout à fait propre, il appartient à Google. Il est très pratique pour les admins réseau, puisque quand vous avez un doute sur un fichier, il vous permet d'uploader le fichier et de le passer dans tous les moteurs antivirus du marché. Enfin, tous peut-être pas, mais en tout cas, il y en a plus d'une cinquantaine, donc il y en a déjà pas mal. Et donc, ça vous permet de voir si un de ces moteurs-là connaît le fichier comme étant malsain ou pas. Donc, s'il n'y en a aucun, bah, ça vous rassure. Si vous voyez qu'il y a 30 antivirus qui le repèrent comme étant malsain, là, vous pouvez le foutre à la poubelle et du coup vous protéger. Donc, c'est un site assez intéressant. Maintenant, je vais vous demander un petit exercice de pensée qui est intéressant, c'est de vous mettre à la place d'un pirate. Qu'est-ce que vous feriez d'un site comme ça si vous étiez un pirate à faire vos propres malwares? Est-ce que vous y verriez un intérêt? Bien entendu, dès lors qu'on pose la question comme ça semble évident que c'est très intéressant parce que du coup, en tant que pirate, vous pouvez uploader votre fichier, voir que votre malware il est connu des éditeurs antivirus, et si c'est le cas, eh bien vous refaites, vous changez la signature, vous refaites votre malware, vous le faites muter pour pouvoir le relancer par derrière pour qu'il soit plus connu. Donc ça apporte énormément d'informations également à un pirate. Alors dans les faits, les pirates n'utilisent pas Virus Total parce que Virus Total a l'obligation, à l'éthique, de prendre les fichiers qui sont uploadés et de partager avec la communauté antivirale. Donc si un pirate faisait ça, à l'évidence, en fait, il serait repéré encore beaucoup plus vite si c'était pas le cas. Donc, mais imaginez comment on peut effectivement détourner cette technologie. Et puis, s'il y a un Virus Total qui existe, il y a probablement d'autres sites de même nature, mais sans partage communautaire, qui pourraient exister de la même manière. C'est d'ailleurs le cas, et puis on en parlera dans la version 2 du chat et de la souris, puisqu'il y a un pendant de Virus Total malsain qui existe. Je regarde s'il y a des questions. Non, pas de questions. J'espère que c'est parce que c'est clair. Mais n'hésitez pas, hein, des commentaires, des questions. Alors, en 2003, on a eu une évolution des virus.
Alors, c'est pas la première évolution des virus, elle a eu lieu un peu avant, mais celle-ci est quand même assez costaud, elle a fait très très mal. C'est un virus qui s'est appelé Saphir. On aime bien donner des petits noms sympas aux virus, et qui est en fait un ver. Donc en fait, c'est un ver, c'est un virus qui se propage. Vous voyez la cartographie mondiale et vous voyez comment ce virus s'est propagé dans le monde en 30 minutes. 30 minutes chrono, il s'est propagé comme vous le voyez là sur l'écran. Et donc effectivement, quand on réfléchit aux mesures de sécurité qu'on doit mettre en place lorsqu'un virus n'est plus un simple virus, mais un virus qui se propage partout, bien entendu, les protections que vous mettez en place ne doivent pas être les mêmes. Ça a un vrai impact sur les technologies que le chat doit mettre en œuvre pour pouvoir bloquer la souris qui transforme un virus en ver. Alors il y en a eu avant, hein, il y en a eu en 97, etc. Mais on peut même considérer d'ailleurs que The Creeper, quelque part, était un ver, puisque The Creeper se propageait, sauf qu'il faisait pas de dommages en tant que tel. Alors que là, Saphir a fait vraiment énormément de dommages. Quand je suis en présentation, je demande aux gens ce que c'est qu'un antivirus. Et j'ai rarement la réponse que je veux, qui est en fait quelque chose d'hyper simple. En fait, un antivirus, c'est un logiciel. C'est un logiciel qui est sur un PC et qui analyse tout ce qui va arriver en termes de fichiers pour savoir si c'est malsain ou pas malsain. Et après, je demande ce que c'est qu'un virus, justement. Et la réponse, c'est qu'un virus, c'est également un logiciel. Donc, quand un virus arrive sur un poste, il faut bien avoir à l'esprit qu'au final, c'est OK Corral. Alors, pour les jeunes qui savent pas ce que c'est que OK Corral, en gros, c'est un film c'est un western, hein, donc alors c'était aussi historique, mais c'est un western célèbre où dans le western, il y a un cow-boy qui va dans la rue, l'autre qui va dans la même rue, ils se regardent, et le premier qui tire et qui déglingue l'autre. En termes de cybersécurité, un virus qui arrive sur un poste sur lequel il y a un antivirus, c'est exactement la même chose. C'est au premier qui va déglinguer l'autre. Et bien à l'esprit que les premières lignes de code d'un virus, c'est de savoir quel est l'antivirus du poste pour essayer de le déglinguer. C'est vraiment ce que font, du moins les virus un peu bien faits. C'est ce qu'ils vont essayer de faire. Ça a eu lieu en mars 2017, une menace qui s'est appelée Double Agent, et qui a notamment permis de hacker directement le logiciel antivirus de Norton. Alors, je mets Norton là dans le slide, mais il y avait, je crois, 19 éditeurs qui étaient sensibles à la même menace. Bon, c'est juste pour montrer, c'est pas pour critiquer Norton plus qu'un autre. Mais ça, c'est vraiment important de comprendre ce genre de choses, parce que quand on explique qu'on veut aussi mettre un antivirus sur les appliances de sécurité, les gens disent, bon, j'en ai déjà sur les poches, j'en ai pas besoin. Alors que le but n'est pas du tout le même. Le but sur le poste, c'est d'avoir le plus de signatures possible, d'empêcher le plus de malware possible. Le fait de le mettre sur une appliance de sécurité, c'est aussi empêcher le plus de malware possible de jouer ce jeu de hockey Corral sur les postes, et donc empêcher des virus ou des malwares de casser l'antivirus du poste. Donc ça, c'est vraiment quelque chose qu'il faut comprendre. Alors, j'ai un petit commentaire qui me dit, quelqu'un qui me dit qu'il a plutôt l'impression d'être la souris. Bah non, c'est la souris qui mange le fromage, hein, quoi. Le chat, le fromage, il aime pas trop. J'ai essayé, j'ai 2 chats, mais ils sont pas très fans. Mais après, on en reparlera, parce que le but du jeu, c'est pas de dire que la souris gagnera toujours sur le chat. Euh, Gagner ce jeu du chat de la souris, justement, c'est tout simplement coller à la souris. C'est pas l'attraper, c'est pas la bouffer, parce qu'il y en aura toujours d'autres, mais c'est juste de l'empêcher de prendre le fromage, ni plus ni moins. Alors pour ceux qui ont connu le virus de la gendarmerie, alors moi quand je dis virus de la gendarmerie, j'ai l'impression que c'était en 2001, 2002. En fait pas du tout, c'est 2011, donc c'est pas si vieux que ça, hein, ça a 8 ans. Et porte très mal son nom d'ailleurs, de virus, puisque c'était en fait l'ancêtre des ransomware, hein, ça demandait une rançon. Ça disait, vous avez fait des choses pas bien sur Internet, on est la police, payez-nous. Voilà, ça a fait très très mal, ça fait beaucoup de bruit, puisque c'était justement un des premiers en France, hein, parce que bien entendu dans les autres pays ils avaient des dérivés.
Et du coup, ça a fait beaucoup parler de soi. Depuis, ça a beaucoup évolué. Là, vous n'avez pas la carte du métro de Paris, hein, c'est les évolutions des ransomware source F-Secure d'ailleurs. Où vous voyez l'évolution des ransomware en différentes familles, différents ransomware. Donc on retrouve des ransomware qu'on a tous connus si on a suivi le sujet, hein, des CTB locker, des crypto lockers, d'où le nom d'ailleurs. Il y a encore beaucoup de gens qui appellent un ransomware un crypto locker. En hommage à un des ransomware les plus virulents de l'histoire des ransomware. Plus récemment des Loki et puis bien entendu le fameux WannaCry de 2017 qui sévit encore et qui fait encore reparler de soi. Bien entendu, WannaCry en 2017, on en a beaucoup parlé. Tout le monde en a parlé comme un ransomware qui demandait la rançon classique, alors pas très cher d'ailleurs, je crois que c'était $300, quelque chose comme ça. On a beaucoup parlé de lui pour différentes raisons. D'abord parce qu'il utilisait une faille Microsoft. Euh, euh, faille qui avait été trouvée et exploitée par la NSA. Ils se sont fait voler en fait cette information-là, d'où l'exploitation par WannaCry. Donc la NSA qui se fait voler des exploits de sécurité, c'est quand même assez critique. Donc ça c'est un des éléments. Et puis l'autre élément, c'est qu'il faut quand même comprendre que Microsoft avait patché cette faille depuis 2 mois quand WannaCry est sorti. C'est-à-dire que WannaCry a fait beaucoup de dégâts, alors qu'en fait, si tout le monde avait patché correctement, il n'y aurait pas eu de dégâts. Donc ça en dit long sur le monde de la cybersécurité. Malgré tout ça, si vous avez regardé les news dans les grands médias, on est quand même passé à côté de ce que c'était WannaCry. WannaCry, c'était pas juste un ransomware classique, c'était le premier cryptoware. C'est le premier ransomware à se propager. Et ça change quand même colossalement la donne. C'est-à-dire que c'est plus j'arrive sur un poste, je chiffre les données, je demande ma rançon. C'est j'arrive sur un poste, je regarde si je peux me propager sur d'autres postes, le plus de postes possible, et après je chiffre les données et après je demande la rançon. Ça change quand même beaucoup de choses et ça augmente énormément les dégâts. Ça, vous avez la carte d'infection de WannaCry après 2 jours. Et au bout de 2 jours, WannaCry s'est arrêté. Alors, je ne sais pas si quelqu'un sait me dire, parmi les participants au webinaire, pourquoi WannaCry s'est arrêté. Mais au bout de 2 jours, il s'est arrêté net de chez net. Alors, je m'en rappellerai toujours de cette période-là, parce que ça a démarré un vendredi soir, et que du coup, le samedi matin, nous, chez WatchGuard, on était en train de faire des emails à nos partenaires pour les prévenir de WannaCry et de quoi mettre en place pour être sûr que leurs clients ne se fassent pas avoir. Et puis dimanche soir, tout s'est arrêté. Alors la raison, elle est simple, elle est à la fois simple et pas simple. Il y a un expert de sécurité qui a analysé le code de WannaCry en fait et qui s'est aperçu que dans le code de WannaCry, il y avait un appel à un nom de domaine. Alors le nom de domaine est un peu compliqué, donc je vous le dirai pas. D'ailleurs, je l'ai mis dans le chat et la souris 2, histoire de faire un peu de teasing. Mais il y avait un appel à un nom de domaine qui n'existe pas. Donc du coup, ça l'a intrigué. Un nom de domaine, ça coûte pas bien cher, hein, donc il a acheté le nom de domaine et il a fait répondre ce domaine via un serveur sur Internet. Et c'est ça qui a arrêté WannaCry. Du moment où il a fait répondre ce nom de domaine sur Internet, tous les WannaCry dans le monde se sont stoppés, net. Donc là, j'imagine que vous avez envie de savoir pourquoi. Petit teasing, je vous l'expliquerai un peu plus loin dans la présentation. On va attendre un petit peu parce qu'il faut que j'explique une autre notion pour arriver à vous faire comprendre justement le pourquoi du comment. Il y en a qui savent peut-être déjà dans ceux qui regardent la présentation, mais comme vous ne pouvez pas donner les infos aux autres, c'est pas grave. Alors, autre évolution technologique qui est très très utile aux pirates, c'est ce qu'on appelle la loi de Moore. Donc ceux qui ne connaissent pas la loi de Moore, c'est une loi assez simple qui dit que les évolutions des processeurs, grosso modo tous les 18 mois, on double de puissance et donc on augmente énormément la puissance au long des années, la puissance des équipements.
Donc moi, en tant que photographe, j'utilise beaucoup la loi de Moore, puisque aujourd'hui, je peux faire du Lightroom avec des filtres de folie en photographie qui sont quasiment appliqués instantanément. Là où il y a 10 ans, mettre des filtres photographiques sur un PC, on était quand même hyper limité, où ça prenait beaucoup de temps. Donc effectivement, cette évolution des hardware, j'ai pas à vous convaincre que ça a été hyper positif pour plein de gens, mais ça a été aussi hyper positif pour les pirates. On a repris, alors c'est pas moi, hein, mais un test a été fait avec des anciens ransomware, donc notamment CTB Locker dont je parlais tout à l'heure, ou Tesla Script, ou CryptoWall, et on les a joués avec une machine de maintenant, qui est même pas une bête de guerre, hein, c'est un i5 avec 4 Go et du SSD, donc c'est une bonne machine, mais c'est tout quoi. Et un CTB Locker qui pouvait prendre, à l'époque ça prenait, pour chiffrer une machine, il fallait bien une demi-journée, eh bien maintenant ça prend moins d'une minute. Donc quand ça prend une demi-journée et que l'utilisateur s'aperçoit qu'il y a des fichiers qui commencent à être convertis avec des extensions qui changent et qui prévient l'administrateur a fini son café, arrive, débranche la machine et récupère un peu de données. Quand ça prend moins d'une minute, en fait, l'utilisateur il a même plus le temps, lui, de se rendre compte que sa machine, il lui arrive des choses. Donc, pareil, en termes de réaction sur la sécurité, on peut plus faire la même chose. On peut plus se permettre d'attendre que ça se passe pour réagir. Il faut vraiment empêcher que ça arrive, parce qu'on sait que si ça arrive, ça sera trop tard, la machine sera foutue. Et là, on parle que d'un ransomware classique. Imaginez un ransomware, il va encore se propager et là, les dégâts vont être colossaux. Donc la loi de Moore sur ces aspects-là aide énormément les pirates. Alors, le jeu du chat et de la souris, il se passe aussi dans un type d'attaque, un vecteur d'attaque. J'aime bien parler de vecteur d'attaque, qui est le phishing, en français hameçonnage. Le phishing, c'est quoi? C'est j'envoie un email, vous connaissez tous parce que vous en recevez tous beaucoup, vous-même, vos clients, vos partenaires, etc. Et cet email, en fait, il essaye de piéger l'utilisateur en lui faisant croire quelque chose, soit pour qu'il ouvre un fichier, soit pour qu'il télécharge quelque chose. Et donc, on essaye de l'avoir. En 2016, il y a eu cet email-là, en février 2016, avec un document Word. Alors, c'est en anglais, donc il y a des gens qui me disent, ouais, mais c'est en anglais, moi je l'ouvrirai jamais. Bon, ok, soit. Mais si on ouvre le document Word, eh bien, en fait, il y a une macro dedans qui va télécharger un ransomware qui s'appelle Loki. Loki qui a fait des dégâts considérables en 2016. Et du coup, voilà. En fait, le mail, ce qu'il dit, c'est voilà votre facture, vous voyez votre facture, donc un grand classique. C'est pas le truc qui a mieux marché pour Loki. Et justement, les pirates vont jouer à ce jeu du chat et de la souris. Hein. Si la souris est pas assez forte vis-à-vis du chat quand elle fait cet email-là, eh bien, ils vont faire un email un peu meilleur. Et donc, qu'est-ce qu'ils ont fait? Eh bien, on a eu le droit à ça. Je pense que il y a plein de gens dans ce webinaire qui vont le reconnaître. C'est le faux email free qui a propagé également Loki, cette fois-ci par un URL, il n'y avait qu'à cliquer. Bien entendu, mobile.free.fr ne va pas vers mobile.free.fr, hein, ça va vers un HTTP avec une adresse IP /rw25.exe, et cet exe en question, c'est Loki qui va chiffrer les données et demander une rançon. Donc là, on voit bien que le pirate, en fait, il fait un email pour essayer de prendre les gens. Et si ça marche pas, il va faire mieux. Et il va constamment s'améliorer, sans nécessairement faire parfaitement. J'ai souvent cette remarque des gens qui me disent, mais Pascal, je comprends pas, là, 19,99, il n'y a pas de montant, il manque un verbe, il y a des fautes d'orthographe de partout. Pourquoi est-ce qu'ils font pas un peu attention pour que ça a l'air mieux, en fait? Et la question, elle est hyper intéressante parce que justement, c'est un fondamental pour le pirate. Si le pirate, il habitue les gens à être beaucoup plus vigilants, trop comment dire, trop d'un coup, eh bien, il va y perdre des opportunités en fait. Là, ce mail-là qui contient, si on le relit une deuxième fois, on se rend compte qu'il est en fait tout pourri, hein, au final. C'est l'email qui en 2016 a fait le plus de dommages en termes de cybersécurité. Il faut se rendre compte de ça, malgré les fautes d'orthographe, malgré les mots qui manquent, malgré le fait qu'il soit mal fichu. Parce que les gens s'y attendaient pas, n'étaient pas habitués à ce genre d'attaque. Si c'est parfait tout de suite, les attaques suivantes, comment ils vont les faire? Comment ils vont faire plus que parfait? Ça va être compliqué.
Un pirate, faut bien se rendre compte, un pirate, c'est les meilleurs marketing au monde. Ils réfléchissent en taux d'ouverture, en taux de clic, mieux que n'importe qui. Quand ils envoient un email à une société qui a une centaine d'utilisateurs, est-ce qu'ils ont besoin qu'il y ait 100 utilisateurs qui cliquent? Non, bien sûr que non. Ça serait bien que l'entreprise ne paiera pas 100 rançons. Donc ils ont besoin qu'il y en ait un. En fait, ils ont besoin de mettre cette attaque de hameçonnage suffisamment bien faite pour qu'il y en ait un sur les 100 qui cliquent, bon, dans notre cas de figure ici. Vous voyez le principe. Il ne faut pas aller trop vite, sinon on habitue trop les utilisateurs à se méfier. Voilà. Dans lors de ces présentations, j'ai souvent fait la prédiction que un jour on aura des emails sans aucune faute, parfaitement rédigés, parfaitement traduits. Et puis d'ailleurs, c'est pas très compliqué. Vous savez que vous avez maintenant sur le darknet des entreprises qui proposent leurs services de traduction aux pirates. Hein, service pour les hackers. Donc voilà, ça reste quand même l'email qui a fait le plus mal en 2016 et Loki a fait beaucoup d'argent. Contrairement à WannaCry d'ailleurs qui n'a pas forcément fait beaucoup d'argent, qui a fait beaucoup de dégâts mais pas beaucoup d'argent, Loki a beaucoup empoché. Alors quelque chose qu'il faut aussi avoir à l'esprit, qui pour moi est vraiment critique dans la compréhension de la cybersécurité et si on veut prendre un peu de recul. Il y a eu un peu après, ça doit être en juin si je dis pas de bêtises, NotPetya. Je dis ransomware ou not ransomware, vous allez comprendre pourquoi. Dans la presse, il y avait NotPetya, logiciel de rançon qui touche des milliers d'ordinateurs. Donc ransomware classique, on se demande même pourquoi on en parle, tellement ça devient commun. Sauf que là, vous avez mon collègue Corey Narainer, que vous retrouvez d'ailleurs sur son blog de sécurité si vous allez sur secplicity.org, blog de sécurité de WatchGuard, où il vous fait des vidéos régulièrement justement sur le monde de la sécurité. Donc je ne saurais vous recommander de vous abonner à son blog et à son Twitter. Et Corey, c'est la même personne qui avait prédit donc fin 2016 justement, il fait des prédictions de sécurité comme beaucoup de sociétés de sécurité ont fait des prédictions de sécurité en fin d'année. Et fin 2016, il avait prédit que 2017 serait l'année où on verrait des ransomware qui se transforment en verre. Donc quand WannaCry est sorti, Corey, il a fait une petite danse dans son bureau, il était super content. Bon, pas longtemps parce que ça fait des dégâts, donc après il faut bosser, mais il était content de sa prédiction. Corey explique dans cette vidéo de NotPetya le comportement réel de NotPetya quand il arrive sur un poste. En fait, c'est ce qu'on appelle un wiper, c'est-à-dire qu'il arrive sur le poste, il efface toutes les données et ensuite il demande une rançon. Alors forcément, ça pose un problème. Comment est-ce qu'on va redonner les données, même avec une clé, s'il n'y a plus de données sur la machine? Donc du coup, ça a interpellé pas mal de monde. Alors souvent, du coup, je demande aux gens ce que ça peut être. Avec uniquement ces informations, c'est compliqué de se dire mais pourquoi ils ont fait ça. Alors il faut comprendre que NotPetya a touché plus particulièrement un pays qui est l'Ukraine que les autres. Et quand on dit ça et qu'on en ajoute cette donnée-là, on se rend compte qu'on n'est plus sur une attaque classique de pirates privés, mais en fait on est sur une attaque de moi ce que j'appelle les corsaires. Hein, vous savez la différence entre les pirates et les corsaires. Les corsaires, ils ont le droit en fait d'attaquer. Ils ont une lettre qui les autorise à faire de la piraterie pour le compte d'un État. Et là, dans NotPetya, ce dont on pense justement, c'est que c'est non pas une attaque faite par un pirate classique, mais un pirate d'État qui s'en est pris particulièrement à l'Ukraine. Alors ça touchait d'autres pays, du coup par rebond forcément, hein, c'est difficile de rester aux frontières. Mais pourquoi je parle de ça? Tout simplement parce que faut comprendre que nos entreprises en France sont attaquées par certes des pirates, mais sont aussi beaucoup attaquées par des corsaires. On est pris entre les X feux de pirates d'État qui s'en prennent aux différentes nations. Donc on a différents pays en tête quand on pense à ça. La meilleure façon de le voir, hein, c'est de penser géopolitique, hein, tout simplement. Il n'y a pas de décorrélation entre la géopolitique réelle dans le monde réel et la géopolitique Internet. On retrouve les mêmes cibles et les mêmes et les mêmes combats. Donc NotPetya, voilà, c'était des corsaires. Alors,
je vais essayer de vous faire comprendre maintenant ce que c'est qu'un botnet, pour ceux qui ne savent pas. Déjà, pour comprendre un botnet, il faut comprendre ce que c'est qu'une machine zombie. Une machine zombie, c'est une machine qui a été prise en contrôle à distance par un pirate, pas nécessairement pour, pour tout de suite demander une rançon et récupérer de l'argent, mais vraiment en tant que ressource. Ce que veut le pirate, c'est une ressource. Donc en fait, il va, le vilain hacker, je dis bien vilain hacker, hein, parce qu'il y a des hackers, il y a deux types de hackers. Vous avez les hackers qui ont qu'on appelle les white hats, qui sont qui, qui, qui font de la recherche sur la technologie, qui trouvent des vulnérabilités, mais de manière positive, et puis vous avez ceux qui en font des choses malsaines. Donc le mot hacker en tant que tel, il n'est pas négatif, ça dépend du qualificatif qu'on ajoute dessus. Donc le pirate, enfin, je les appelle pirates d'ailleurs, vous avez remarqué, va en fait infecter une machine pour la prendre en contrôle et la transformer en machine zombie. Alors pourquoi zombie? Tout simplement parce qu'un zombie, si vous avez vu les différents films de zombies, il ne se contrôle pas lui-même, hein, d'où la métaphore. Sauf qu'une machine, ça ne va pas servir à grand chose. Donc en fait, le pirate, ce qu'il cherche à faire au final, c'est d'avoir plein de machines et de constituer une armée de zombies. Cette armée-là s'appelle un botnet, donc un réseau de machines zombies. Alors vous allez me dire, mais ils en font quoi? Alors écoutez bien, parce que les botnets, c'est vraiment à la base de nombreuses menaces sur Internet, et s'il n'y avait pas de botnet d'ailleurs, il y en aurait beaucoup, beaucoup moins. Premier exemple, on va remonter dans le temps à nouveau, on va aller en 2004, un truc qui s'est appelé Bagel, qui était en fait le premier mass mailer pour envoyer du spam. Alors, on le sait tous maintenant, hein, envoyer du spam à partir d'une machine dans un garage, ça va être facile à bloquer, hein, pour les éditeurs. Par contre, si ça vient de plein d'entreprises ou de particuliers de partout dans le monde, arriver à bloquer ce spam, ça devient plus compliqué. Il faut analyser le contenu, essayer de déterminer si c'est véridique ou pas, etc., etc. Regarder la volumétrie, à combien de personnes c'est envoyé. Enfin, du coup, il faut mettre en place plein de technologies d'anti-spam, et vous savez tous comme moi que l'efficacité des anti-spam évolue grandement dans le temps, dans un sens ou dans l'autre. Et donc, ça a été un des premiers usages de botnet, c'est pour envoyer du spam. Plus de 98-99% du spam que vous avez dans vos boîtes mail viennent de botnet. Donc imaginez déjà s'il n'y en avait pas. Il y a des pirates qui vont utiliser leur botnet pour envoyer du spam eux-mêmes, mais il y en a d'autres qui désormais louent leur botnet. Leur rôle, c'est d'entretenir un botnet et ensuite ils le louent à des gens qui veulent envoyer le spam. Hein, ça se passe vraiment comme ça. Petit bond dans l'histoire pour voir comment notre souris qui utilise les botnets va l'utiliser. Eh bien, il y a eu en 2016, 2016 était vraiment une année très très riche, un botnet qui s'appelait Mirai, qui a été développé par des hackers américains en l'occurrence, et dont le code a été mis à disposition. Imaginez. Mirai en fait utilisait des caméras IP pour attaquer, donc des centaines de milliers de caméras qui avaient les mots de passe par défaut, pour attaquer des cibles. En l'occurrence, ils ont décidé les deux cibles célèbres. Donc il y en a une vous connaissez sans doute moins qui est DIN, qui est un opérateur aux États-Unis, mais qui héberge des petits noms comme Netflix par exemple ou Twitter, qui pendant cette attaque-là de Mirai, les sites étaient par terre. Donc imaginez les dommages pour une société comme Netflix, elle ne peut plus diffuser. Et puis en France, on a eu directement une attaque sur l'hébergeur français qui est OVH. Ils se sont pris plus de 1 Tbit par seconde en déni de service dans la figure fin 2016. Donc c'est très très dur de tenir ce genre de choses. Alors ils ont réussi à lutter contre ça, mais imaginez la bande passante de leur service d'hébergement. Du coup, ça a fait beaucoup de perturbations. Alors bien entendu, ce qu'on imagine, même si on n'a pas le détail, mais on imagine très bien qu'en parallèle, il y a une demande de rançon à ces entreprises-là pour leur dire on arrête et vous nous payez et puis on arrête. C'est pas avéré, mais il suffit de réfléchir un peu et on s'en doute. Bientôt, on va se faire attaquer par des frigos, hein, tous les objets connectés, un frigo connecté, on peut penser à plein de choses, qui serviront à attaquer. Alors je pose souvent la question pourquoi justement les objets connectés sont particulièrement utilisés par les pirates.
parce que ça pose une vraie problématique. Il faut bien comprendre une chose, c'est qu'un objet connecté, enfin, le marché des objets connectés, c'est un marché hyper dynamique, que si vous voulez, comme à peu près n'importe quel marché, prendre une bonne part de marché, le fait d'être le premier à sortir un objet connecté un peu meilleur que les autres, ça va jouer dans le fait de prendre les parts de marché. Hein. Là, il y a je pense dans l'histoire des technologies, ça pullule du premier qui a sorti la techno et qui du coup a pris la part de marché et après c'est difficile de le déloger. Ce que nos amis américains appellent le time to market. Et il faut avouer malheureusement que quand on doit mieux protéger un objet connecté, ça veut dire que dans le cycle de développement, il faut que ça soit pris en compte. Et du coup, ça coûte plus cher, ça prend plus de temps. Donc, il y a beaucoup de développeurs d'objets connectés. En fait, la sécurité, c'est la dernière. Ils feront passer ça après. D'où les vulnérabilités, d'où le fait que beaucoup d'objets connectés soient utilisés soit sont beaucoup attaqués, soit sont beaucoup utilisés pour attaquer du fait des failles qu'ils avaient. Je regarde s'il y a des questions. Non. Donc voilà sur les botnets. Vraiment une partie importante du monde de la sécurité. Sans botnet, il y a beaucoup moins de choses qui seraient possibles par les pirates. Alors, maintenant, je vais essayer, si j'ai pas déjà perdu la moitié des gens qui sont là, je vais essayer de vous expliquer ce que c'est qu'une sandbox. Alors, sandbox en français, ça donne bac à sable. Bac à sable, ça ne dit pas tellement plus ce que c'est. Sandbox en sécurité, c'est pas un nouveau concept. Hein. On avait des sandbox la décennie précédente. C'est en fait un environnement virtuel. C'est assez simple au final si on le regarde comme ça. C'est un environnement virtuel dans lequel on va prendre un programme, l'exécuter et voir ce que le programme fait, tout bêtement. C'est-à-dire qu'en fait, on isole une machine d'internet, on la sécurise, on prend un fichier, on le met dedans pour éviter que derrière ça se propage, etc. Et si le fichier se met à chiffrer des données et demander une rançon, on sait que c'est malsain et du coup on va cataloguer le fichier et bloquer tout ce fichier-là à chaque fois qu'on le verra passer. Donc une sandbox, c'est ça. Donc du coup, normalement, si on sait faire ça, le chat rattrape la souris, il la bouffe, on est tranquille, on a gagné, c'est nous les champions, je peux fermer le webinaire, il n'y a plus de chat et de la souris. Alors bien entendu, vous vous doutez que c'est pas comme ça que ça va finir. Pourquoi? Parce que si nous on invente des sandbox, eh bien les pirates, ils vont inventer des anti-sandbox. Et là, je vous ai mis un petit logiciel qui est pas tout jeune, j'ai ressorti des vieux slides, qui déjà savait faire de l'anti-sandbox. On va dire, mais comment ils font de l'anti-sandbox? C'est pas très compliqué. Alors je vais vous prendre deux façons de le voir. Une façon complètement fausse, mais qui permet de comprendre, et puis une façon un peu plus technique. La façon complètement fausse, imaginez le programme, il arrive sur l'environnement, et puis il regarde la souris. Alors pas la souris du chat et de la souris, hein, la souris, le curseur. Et il voit que le curseur ne bouge jamais. Donc il se dit, bon, il n'y a pas d'utilisateur derrière la machine, ça pue, c'est pas une machine normale, donc je ne vais pas demander ma rançon, je vais attendre. Vous voyez, en faisant ça, en fait, le logiciel va s'endormir et du coup, en fait, la sandbox va rien voir. Ça, c'est une façon de faire de l'évasion de sandbox. Alors une autre façon un peu plus un peu différente de voir les choses, c'est le programme arrive sur l'environnement, il va voir dans la base de registre, il voit que dans la base de registre, il y a des entrées VMware, il se dit qu'il est dans un environnement virtuel, du coup, il fait rien. Vous voyez, tout ça, c'est de la technique d'évasion de sandbox. Il y en a plein. Là, l'imagination des pirates est sans limite. Et d'ailleurs, quand j'ai fait mes petites recherches, je vous ai mis d'autres outils d'anti-sandbox. Et comme vous pouvez voir, ça n'en manque pas. Donc du coup, on est embêté parce que là, la souris elle remet un vent au chat. Elle a trouvé un anti-sandbox, donc notre sandbox n'est pas toujours efficace. Comment on fait? La souris a gagné, le chat arrête, il va mourir de faim. On n'est pas bien. Bon, je pense que vous avez compris le principe en fait. Hein, le jeu du chat et de la souris, il est sans fin. Donc, on va mettre en place un anti-sandbox. Alors, anti-sandbox chez WatchGuard notamment, chez la sandbox de WatchGuard, ça s'appelle de l'émulation de code.
Ça, c'est une technologie qui a été mise en place par notre partenaire Lifeline, hein, qui sont des gens qui viennent du domaine universitaire et qui ont trouvé un moyen de, quand un programme s'exécute, bah, de comprendre les lignes qui sont exécutées. Et du coup, on voit si le programme tente de regarder le curseur ou on voit si le programme va dans la base de registre pour voir s'il y a des entrées VMware. Et du coup, eh bien, on va aussi patienter ou on va mettre en place d'autres contre-mesures, donc des anti-sandbox et puis ainsi de suite. Donc ce jeu du chat et de la souris, en fait, continue et on le voit particulièrement bien dans ce domaine des sandbox. Maintenant que vous avez compris ça, maintenant que vous êtes un expert en sandboxing, vous pouvez comprendre l'explication du pourquoi WannaCry s'est arrêté. Donc je vous ai mis une petite bande dessinée, je vous laisse un peu de temps pour la lire. C'est une bande dessinée qui a été qui illustre l'explication de pourquoi en mettant en place ce nom de domaine que le code WannaCry allait interroger alors que normalement c'était censé pas exister, pourquoi ça a rendu WannaCry inopérant. Et donc il y a deux phases dans l'histoire. Il y a la petite réflexion des pirates qui se disent bon les gars, on va faire un ransomware, c'est bien, mais faut pas se leurrer. Il y a plein d'entreprises maintenant qui ont des sandbox, donc notre ransomware, il va tourner en sandbox, ils vont le détecter, on va se faire bloquer et ça sera complètement inutile. Donc il nous faut un moyen pour bloquer ça. Et ils se sont dit, quand on est dans une sandbox, on est isolé. C'est-à-dire que si le programme fait appel à un nom de domaine, qu'il existe ou pas, la sandbox va faire croire que ce nom de domaine existe. Pour justement ne pas dévoiler que c'est une sandbox. Donc ils se sont dit, on va faire appel à un domaine, mais ce domaine n'existe pas. Si on arrive dans une sandbox, ils vont faire répondre ce domaine virtuellement pour nous faire croire qu'on est dans la sandbox, et donc du coup on saura qu'on est dans la sandbox. Et c'est pour ça que, ce que dit cette bande dessinée, ce nom de domaine aurait été mis en place. Donc qu'est-ce qui s'est passé quand on voit notre gentil hacker là qui a regardé dans le code et qui a vu qu'il y avait un nom de domaine qui était interrogé, mais ce nom de domaine n'existait pas? Eh bien, quand il a mis en place ce nom de domaine, il s'est passé quoi? Eh bien, c'est comme si le monde entier était considéré par les WannaCry comme une gigantesque sandbox. Donc, ils se sont arrêtés. Donc là, normalement, il y en a deux qui ont suivi dans l'explication. Je ne sais pas si c'est clair, si vous arrivez à comprendre, mais cette hypothèse-là serait que l'interrogation du nom de domaine était un mécanisme anti-sandbox pour éviter de se faire piéger. Alors là, on voit là l'illustration du jeu du chat et de la souris par cette bande dessinée, elle est à la fois hyper intéressante et à la fois très drôle, puisqu'on voit que justement ils se sont fait avoir parce que quelqu'un a lu le code, etc. Alors, petit teasing, j'en profite, hein, je fais ma pub quand il y aura le chat et la souris 2. Dans le chat et la souris 2, j'explique que c'est super, on peut analyser le code, on peut voir ce qui se passe, etc. Mais qu'advient-il quand on met dans la boucle de l'intelligence artificielle? Quand le pirate utilise de l'intelligence artificielle, ce qui rend très compliqué l'analyse d'un code. Et bien là, on aura ce qui se passe là depuis très peu de temps, des malwares améliorés par l'intelligence artificielle, et il va falloir mettre en place de nouvelles choses. Alors, petit avis personnel, je ne peux m'empêcher de mettre un petit avis personnel. J'ai du mal. J'ai du mal avec cette hypothèse-là, parce qu'il y a plein d'autres anti-sandbox potentiellement plus efficaces. Là, ils ont mis un anti-sandbox qui, s'il est découvert, permet d'arrêter tout le code, quoi. Donc, bon, j'y crois pas trop. Et puis j'aime bien regarder les faits quand il y a ce genre de choses. Vous voyez, j'aime bien regarder les faits et dans les faits, si on regarde WannaCry, les pays qui ont été le plus touchés, ou plus exactement le pays qui a été le plus touché, 4 fois plus que n'importe quel autre pays sur la première vague d'attaque, c'était la Russie. Et donc quand il y a ce genre de statistiques, j'ai tendance à me rapprocher plus vers des corsaires que sur des pirates, sachant que WannaCry a commencé, alors au début a beaucoup touché la Russie, puis s'est propagé dans d'autres pays et notamment en Angleterre et a commencé à toucher les hôpitaux anglais. Et que quand ça a commencé à toucher les hôpitaux anglais, je me rappelle, c'était le dimanche des élections. Donc chez nous, on parlait que de Macron et les Anglais parlaient que de WannaCry et des hôpitaux qui n'avaient plus d'informatique. Eh bien, un pirate,
un gentil hacker, excusez-moi. Je dis pirate parce qu'en fait, avant d'être gentil hacker, il a fait des malwares pour attaquer des banques, hein. Donc, il n'a pas toujours été gentil, la personne qui a trouvé le code. A trouvé un moyen d'arrêter WannaCry avec ce qu'on a appelé un kill switch. Moi, j'appelle ça plutôt un bouton d'arrêt d'urgence. Voilà. Donc j'ai beaucoup de doutes moi dans cette histoire. Je vous les exprime, ça vaut ce que ça vaut. Mais je pense que c'est toujours des questions à se poser quand on parle de cybercriminalité, puisqu'on est dans un une grosse situation de géopolitique, quoi qu'on fasse. Euh, si vous fouillez un petit peu ou si vous avez suivi l'actualité WannaCry, je le détaille dans le chat et la souris 2, les Américains accusent la Corée du Nord en disant c'est eux les auteurs. Voilà. Je sais pas pourquoi la Corée du Nord attaquerait la Russie en fait. Bon, je suis peut-être nul en géopolitique, c'est peut-être ça. Là, on a parlé de pas mal d'attaques par Internet. Je vous rappelle qu'il y a d'autres vecteurs d'attaque, et notamment tout ce qui est Wi-Fi. Beaucoup de monde met en place du Wi-Fi sans se préoccuper de la sécurité qu'il y a autour. Alors, je ne vais pas détailler là aujourd'hui dans mes slides cette partie-là. Sachez qu'on a fait une présentation et donc dans les webinaires enregistrés sur notre chaîne YouTube WatchGuard France, vous avez une vidéo sur la sécurité du Wi-Fi, sur les attaques qui ont lieu, sur comment se protéger, etc. Mais voilà, il y a beaucoup également de menaces qui passent par là. N'allez jamais voir votre site bancaire quand vous êtes sur un Wi-Fi public, s'il vous plaît. Vous ne savez pas s'il est sain ou pas sain. Il y a beaucoup de portails malsains qui se créent et qui traînent de partout avec des et là sur le Wi-Fi c'est dramatique parce que quand c'est un faux Wi-Fi, la personne fait ce qu'on appelle un man in the middle, donc peut voir toutes les trames qui passent et voir beaucoup de choses. Donc sur le Wi-Fi, malheureusement on n'y coupe pas non plus, il y a plein d'attaques et le chat et la souris se jouent aussi sur les réseaux Wi-Fi. Alors, il faut comprendre une chose. On a parlé de The Creeper, c'était 1971, ok, c'était un virus, donc il y a un gars qui a contré The Creeper en écrivant du code, et voilà, c'était des virus un par un, il y en avait quelques-uns par jour, ok, sans protéger, il suffit d'avoir les bons experts. Le problème, c'est qu'on est arrivé à un stade où on est à 390 000 nouveaux malwares tous les jours. Et d'ailleurs, on a nos propres statistiques WatchGuard, puisqu'on publie sur le fameux blog de security, sexplicity.org dont je vous parlais tout à l'heure, on publie les statistiques des boîtiers qui nous remontent, et cette statistique est tout à fait correspond à ce qu'on voit nous dans la réalité. Donc 390 000 nouveaux malwares, effectivement, on est sur de la génération de malware qui est complètement industrielle. Donc ça peut être des dérivés de malware existants, ça peut être des tout nouveaux qu'on appelle zero day, mais c'est colossal. C'est une fois de plus colossal. C'est-à-dire que là où avant on avait l'attaque de la diligence pour faire comprendre ce que c'est que la sécurité, aujourd'hui en fait, quel que soit le réseau qui est mis sur Internet, il se fait bombarder d'attaques en permanence. J'avais l'autre jour je discutais avec un partenaire qui me disait mais bon là on va mettre un firewall mais il n'y a pas besoin de mettre beaucoup trop de couches de sécurité parce que c'est une usine dans le Calvados, on s'en fiche un peu quoi. Je dis mais elle n'est pas dans le Calvados en fait l'usine. Faut réaliser qu'il n'y a pas cette notion de géographie dès lors qu'on est sur Internet. Elle est visible de la même manière que n'importe qui. Et si ça cause des dommages et qu'il faut empêcher ces dommages, qu'elles soient dans le Calvados ou à la Défense, c'est pareil, rigoureusement pareil. Ça, malheureusement, beaucoup de TPE, PME en France n'ont pas compris ça et pensent que elles sont petites, elles sont pas ciblées par les pirates. Au contraire, ce sont les plus ciblées, soit pour des raisons de piraterie, soit pour des raisons de corsaires. Hein. Je rappelle que la France, les TPE, PME, ça représente 73% des emplois français. Donc si on veut toucher l'économie française, il faut d'abord toucher les PME françaises. Vous vous rappelez la petite définition que j'avais faite du firewall sur le premier slide de cette présentation? Eh bien, aujourd'hui, un firewall, c'est ça. C'est plus j'ouvre un port, je ferme un port. Donc je critique énormément la définition
On a gardé de l'ancienne définition du firewall qui est juste j'ouvre un port, je ferme un port, je fais ma politique de sécurité à niveau 3-4. Pour moi, un vrai firewall aujourd'hui, c'est tout ça. Ça doit faire de la prévention d'intrusion pour bloquer les attaques réseau. Ça doit faire de la réputation pour empêcher des sites qui ont été infectés récemment d'être accédés par les utilisateurs. Ça doit faire de l'anti-spam, ça doit faire de l'antivirus. OK Coral. Ça doit faire du filtrage d'URL pour bloquer les URL malsaines. Ça doit faire du contrôle d'application pour empêcher des anonymiseurs de contourner le firewall ou d'aller sur Tor. Ça doit bloquer les botnets. Je vous explique pas pourquoi on doit bloquer les botnets. Ça doit avoir de la sandbox, etc., etc., etc. Et le jeu d'un éditeur de sécurité, c'est d'apporter constamment des nouvelles technologies pour suivre ce jeu du chat et de la souris. On n'apporte pas des nouvelles technologies pour se faire plaisir, mais parce que justement, les pirates, eux, avancent, la souris avance, et si le chat n'avance plus, eh bien la souris chope le fromage. Donc effectivement, là dernièrement, on a rajouté de l'intelligence artificielle pour contrer des malwares qui attaquent avec de l'intelligence artificielle. Et on est loin d'avoir fini avec les nouveautés en termes de sécurité. Et donc la manière dont il faut voir la sécurité, c'est pas je suis sécurisé ou pas sécurisé. La sécurité, c'est un curseur qu'on va monter avec différentes technologies, donc le firewall de base, et puis les différentes technologies vont faire monter le curseur. Et puis des outils de visibilité pour améliorer la sécurité, et puis bien entendu un intégrateur qui raffine, qui régulièrement améliore la politique de sécurité, qui l'ajuste aux évolutions applicatives de l'entreprise. Ça fait partie de maintenir ce curseur de sécurité le plus haut possible. Et c'est pour ça que chez WatchGuard, on a tout un tas de technologies. Donc en jaune, vous avez ce qu'on appelle la Basic Security, et en rouge, la Total Security. Et qu'on suit deux principes. Le premier, c'est d'essayer d'en rajouter le plus possible quand il y a besoin pour suivre la souris. Et puis le deuxième, c'est que vous avez vu que c'est industriel, les attaques, nous on se dit qu'on ne sait plus faire tout seul. On ne sait plus être bon dans chaque domaine précis, par exemple l'intelligence artificielle. Faire tout seul contre ce monde du hacking, c'est cause perdue. Et donc, on va utiliser des éditeurs tierces en partenariat technologique pour l'intégrer dans nos solutions. Donc, on va s'aider de Kaspersky pour l'anti-botnet, Bitdefender, Silent, Lastline, etc. pour construire un firewall qui sera votre forteresse. Donc, vous retrouvez ça dans les différentes suites, Total Security Suite, basique. Et aujourd'hui, si on veut vraiment jouer, être armé pour jouer au jeu du chat et de la souris, eh bien, on va avoir la Total Security Suite qui joue ce jeu, qui rajoute des technologies régulièrement. L'été dernier, c'était l'intelligence artificielle. 3 mois avant, on avait rajouté du filtrage DNS, et ainsi de suite. Voilà, je rentre pas plus dans les produits parce que c'est pas du tout le but de la présentation. Le but, c'est vraiment de comprendre ce mécanisme, comment ce jeu se joue. Là, on l'a pris sur 50 ans. Dans le Shell, la souris 2, vous verrez que je le prends sur les 3 dernières années avec des technologies encore beaucoup plus pointues. Donc, je vous remercie d'avoir assisté à ce webinaire. J'ai traîné un petit peu parce que j'ai voulu vraiment tout détailler. Il sera enregistré et mis sur notre chaîne YouTube WatchGuard France. Donc, je vous remercie encore, et puis n'oubliez pas, il faut toujours attraper la souris.